Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Walid, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la souveraineté en Afrique. Il y a, selon moi, d'un côté les panafricanistes qui combattent, pour le continent africain et d'un autre côté, il y a les traîtres, on peut les appeler comme ça, qui existent et qui n'ont pas conscience qu'ils trahissent leur pays ou leur continent. Ces traîtres, dont je parle ne voient pas le problème à continuer les mêmes actions qui prolongent l'appauvrissement de l'Afrique. J'ai fait une vidéo, il y a 2 jours sur Samuel Eto'o qui soutient Paul Biya. La vidéo, vous pouvez la retrouver juste là. Samuel Eto'o soutient Paul Biya pour, les présidentielles, d'octobre prochain, au Cameroun et je pense que Samuel Eto'o qui fait cette action-là, heu, participe à faire reculer l'Afrique politiquement et économiquement. Il ne peut pas soutenir un homme de 92 ans et en faisant ça, il fait en sorte que le Cameroun ralentisse son développement, en tout cas pour les 7 prochaines années, vu que le mandat de Paul Biya qui a 92 ans va durer 7 ans et il va finir son mandat à 99 ans. Donc on voit bien que c'est assez ridicule et par conséquent, certains Africains, dans leurs actions, mettent en péril, pour moi, leur pays et le continent plus globalement. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ces Africains-là qui déshonorent leur pays ou qui déshonorent l'Afrique, mais plutôt ceux qui honorent l'Afrique, les activistes qui mettent en vie leur jeu afin d'améliorer le sort des Africains. J'ai en tête deux personnalités africaines comme Nathalie Yombe, qui est suisse et camerounaise, et Kémy Séba, qui est franco-béninois. Les deux ont eu une carrière dans le privé. Nathalie Yombe a travaillé, je crois, dans les ressources humaines. Kémy Séba, lui, était consultant sur une chaîne sénégalaise, une chaîne de télévision sénégalaise. Mais ce qui nous intéresse, au-delà de leurs activités privées, c'est aussi le fait qu'ils sont actuellement tous les deux conseillers du dirigeant du Niger, Abdourahmane Tiani. Certes, le fait qu'ils aient une présence sur internet, qu'ils aient une chaîne YouTube, que Kémy Séba ait participé à la vie politique sénégalaise en étant, devant des millions de téléspectateurs sur une chaîne sénégalaise, c'est bien. Ça a aidé au fait que les Africains aient pu entendre leur point de vue, mais le fait qu'ils passent à l'action en conseillant le dirigeant du Niger, Abdourahmane Tiani, qui est le Niger, je le rappelle, est un pays membre de l'AES, l'Alliance des États sahéliens. Et donc, aujourd'hui, Kémy Séba, Nathalie Yamb conseillent ce dirigeant. Et cela, pour moi, prend sens au vu de leur combat parce que le Niger, mais aussi le Burkina Faso et le Mali, qui sont les deux autres pays de l'Alliance des États du Sahel, ont décidé ces dernières années de se révolter contre l'ordre occidental établi en Afrique et notamment dans leur pays. Et les pays de l'AES ont décidé de montrer au monde entier le néocolonialisme que subit vraiment l'Afrique. L'un des premiers enjeux pour les membres de l'AES était économique. On le sait, les pays africains sont très mal gérés. Les entreprises étrangères qui opèrent sur le territoire des pays africains s'enrichissent au détriment des populations locales. C'est pour cela d'ailleurs que les membres de l'AES en ce moment sont en train de négocier ou renégocier les contrats qu'ils ont signés avec les entreprises qui exploitent leurs ressources sur leur territoire. On a l'exemple du président du Mali, ou du dirigeant malien, du président de transition malien. Le président de transition du Mali, Assimi Goïta, d'ailleurs dont j'ai fait une vidéo que vous allez pouvoir retrouver juste ici. Assimi Goïta a décidé de reprendre, de renégocier les contrats signés avec les entreprises canadiennes, australiennes et anglaises qui exploitent l'or du Mali. En faisant ça, Assimi Goïta veut que l'État malien prenne un pourcentage plus important de chaque mine aurifère. Donc, il a monté, je crois, le pourcentage de l'État malien à presque 30%. Et il aimerait aussi que les sociétés qui exploitent l'or malien reversent les bénéfices de leurs exploitations sur des comptes bancaires au Mali. C'est très important de gérer les flux d'argent. C'est très important pour l'État malien que l'argent qui est payé ou qui est reçu par ces entreprises aurifères ne parte pas tout de suite à l'étranger parce que
de l'argent qui quitte un territoire appauvrit le territoire en question. Mais dans le passé, ça ne dérangeait pas les prédécesseurs d'Assimi Goïta. Aujourd'hui, Assimi Goïta a pris les rênes du Mali, mais dans le passé, les anciens dirigeants du Mali, mais aussi du Burkina et du Niger, pardon, se foutaient en fait de voir leurs ressources partir à des entreprises étrangères. En fait, un dirigeant d'un pays africain, et actuellement il y en a encore énormément des dirigeants dans des pays d'Afrique qui procèdent comme ça, c'est qu'en fait, un dirigeant africain va vouloir qu'une entreprise étrangère vienne sur son territoire pour exploiter les ressources naturelles, afin que cette entreprise étrangère puisse l'aider à ouvrir un compte à l'étranger et puisse reverser une partie des bénéfices qu'elle fait sur son territoire dans son compte à l'étranger. Donc, un dirigeant africain, lorsque il donne un contrat à une entreprise étrangère pour que celle-ci exploite ses ressources naturelles, exploite les ressources du sol de son pays, s'enrichit, mais sur des comptes à l'étranger. Pour le coup, il ne garde pas l'argent dans son pays et il ne réinvestit pas l'argent dans son pays. L'entreprise étrangère qui exploite les ressources du pays, elle aussi s'enrichit, gagne de l'argent et partage cet argent auprès de ses actionnaires. Cependant, le peuple du pays ne touche rien. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger se sont fait exploiter pendant des décennies. Les peuples ne se sont pas enrichis, les pays ne se sont pas développés, les infrastructures ont été ralenties parce que les dirigeants en place à ces époques-là, Bazoum au Niger, Blaise Compaoré au Burkina, etc., ont gardé l'argent pour eux et pour les sociétés qu'ils commanditaient. Les dirigeants de l'AES, quant à eux, n'ont pas de compte à l'étranger. Donc, par conséquent, ils n'ont aucun intérêt à amener des entreprises et leur laisser se gaver sur les ressources de leur pays. D'ailleurs, Ibrahim Traoré parlait des comptes à l'étranger du Burkina Faso. Le plan directionnel, c'est quoi? Vous savez, il y a cette habitude de corruption au haut niveau, de surfacturation, parce que lorsque quelqu'un fait les élections, surtout en Afrique ici, c'est comme une entreprise. On va les financer. C'est l'habitude ici. Ils distribuent des billets pour qu'on les vote. C'est un investissement. Et dès qu'il arrive, il est obligé de payer pour rentabiliser, pour rembourser. Il n'y a pas ça avec nous. On n'a pas de compte à l'extérieur. On n'a rien. On n'en veut pas. C'est intéressant que les présidents de l'AES font en sorte de rendre au peuple les ressources de leur pays. Mais au-delà de ce point de vue économique et de cette reprise en main des moyens économiques, ce qui motive Kémy Séba et Nathalie Yombe à soutenir l'AES, c'est le fait que ces trois pays se sont alliés. Kémy Séba estime d'ailleurs dans son idéologie que les Africains doivent s'unir. Il dit même que chaque Africain doit oublier son pays d'origine pour justement mettre en avant une identité africaine plus forte. On voit bien que les pays de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, ont pris plein de décisions communes, se sont alliés, se sont soutenus. Ils ont demandé à la France de fermer ses bases militaires dans leur pays. Donc, on voit bien que cette alliance-là a tout pour plaire à Kémy Séba. Cette union des pays de l'AES est intéressante parce que imaginez par exemple que le Niger, le Burkina et le Mali, qui sont des pays limitrophes, si au Niger, on a le président qui demande à la France de fermer ses bases militaires et de quitter le territoire, la France pourrait prendre ses soldats et les emmener juste dans le pays à côté, au Mali ou au Burkina Faso. Lorsque les trois pays s'allient pour demander à la France de fermer ses bases militaires, la France ne peut pas aller dans l'un des trois pays. Donc, elle va devoir aller un petit peu plus loin avec ses militaires pour ouvrir une base militaire dans un autre pays africain qui souhaiterait bien les recevoir. Et c'est d'ailleurs ça la problématique en Afrique, c'est ce manque d'union entre certains pays africains. Et d'ailleurs, ce manque d'union s'est vu lors des coups d'État effectués dans les pays de l'AES entre 2021 et 2023. On a bien vu que la CEDEAO s'est opposée directement aux dirigeants de l'AES et l'Union africaine aussi.
D'ailleurs, l'Union africaine, c'est assez drôle, parce que le nom d'union n'est pas vraiment en adéquation avec le comportement des pays africains qui ont tout de suite voté des sanctions contre les pays de l'AES lorsque ceux-ci ont fait des coups d'État. Mais les pays de l'Union africaine n'ont pas mis en place des sanctions contre les pays de l'AES juste parce qu'ils n'aiment pas les coups d'État et qu'ils veulent que les pays soient plus démocratiques. Non, les membres de la CEDEAO sont soumis aux Occidentaux. Et donc, ils ont mis en place des sanctions contre les pays de l'AES parce que ils savaient que les militaires qui avaient pris le pouvoir dans les pays de l'AES n'auraient jamais soutenu la France. Si un pays africain n'obéit pas à l'ordre établi par la France ou par un pays occidental, les États-Unis aussi, ce pays africain se voit en quelque sorte puni, sanctionné. Les pays limitrophes, les pays africains limitrophes n'hésitent pas justement à lui mettre des bâtons dans les roues parce que eux aussi sont vendus aux Occidentaux, et c'est ce qu'on a pu voir lorsque les coups d'État des pays de l'AES ont démarré. Tous les pays de la CEDEAO, avec leur président de l'époque, le Nigérien Bolo Ahmed Tinubu, ont sanctionné les pays de l'AES. Ils ont posé des ultimatums en disant aux putschistes de mettre en place des élections démocratiques, alors qu'ils se fichent de la démocratie, mais ils veulent que ça soit d'autres dirigeants qu'à la tête de ces pays. Le Nigeria a d'ailleurs arrêté de fournir de l'électricité au Niger, et le fait est que les hôpitaux fonctionnent avec de l'électricité. Donc ça a fait beaucoup de morts dans les hôpitaux du Niger. Ils ont fait des blocus économiques, terrestres. Ils ont empêché des médicaments d'aller dans les pays de l'AES. Donc, en fait, il s'est passé énormément d'actions qui étaient contre les peuples de l'AES. C'est ça aussi qui était très triste lors des coups d'État, c'est que les pays de la CEDEAO, juste pour servir leurs maîtres occidentaux, ont fait en sorte de faire mourir des peuples de l'AES en ne leur livrant pas de médicaments, en coupant l'électricité, en faisant des blocus aériens et terrestres, tout ça pour garder leur chasse gardée et les ressources naturelles des pays de l'AES pour les Occidentaux. Donc on a bien vu en fait que lors des coups d'État de 2021, 2022 et 2023 dans les pays de l'AES, l'intérêt de la CEDEAO, de l'Union africaine et des pays occidentaux n'était pas l'intérêt des peuples et donc des élections démocratiques, mais c'était des intérêts économiques et le fait de toujours garder sous leur emprise les dirigeants de ces pays-là. Blaise Compaoré, à l'époque, au Burkina Faso, était un obligé de la France. Le président Mohamed Bazoum était aussi un obligé de la France. Donc les présidents du Burkina et du Niger. Cependant, lorsque un Ibrahim Traoré arrive au pouvoir au Burkina, un Assimi Goïta au Mali et un Abdourahmane Tiani au Niger, là, les Français, les Occidentaux, l'Union africaine, la CEDEAO ne contrôlaient plus rien et par conséquent, ils n'ont pas eu de mal à faire mourir le peuple de l'AES en ne leur livrant pas des médicaments, en leur enlevant l'électricité et donc en mettant à mal des hôpitaux, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Donc c'est la première partie de 2 épisodes sur la souveraineté économique en Afrique. Le deuxième épisode, vous allez pouvoir le retrouver juste ici. N'oubliez pas, vous pouvez soutenir la chaîne, c'est très important de le faire. Alors avec un like, c'est gratuit et ça va permettre à la vidéo de se propager et d'atteindre le plus de personnes possible. Et aussi, vous pouvez m'aider financièrement. Vous pouvez rejoindre le groupe privé juste en dessous. Et dans ce groupe privé, je mets des vidéos un peu plus longues, un peu plus détaillées que les vidéos que j'envoie sur YouTube. Et donc, ça peut être plus intéressant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.